Écho du portefeuille de l'État. Écho du portefeuille au cœur de l'actualité dans vos entreprises. Écho du portefeuille accompagne les entreprises du portefeuille de l'État en mettant en lumière les tâches accomplies par les mandataires. Écho du portefeuille, véritable vitrine des entreprises du portefeuille de l'État. Découvrez les enquêtes, reportages, dossiers, analyses sur les entreprises et établissements publics à travers cet outil de communication du ministère du portefeuille. Écho du portefeuille, vecteur par excellence. Il dispose ces espaces pour la présentation de bilans, perspectives, potentialités, voire les difficultés rencontrées. Les mandataires des entreprises et établissements publics ont désormais un espace approprié. Écho du portefeuille intervient donc dans tous les secteurs, à l'instar des mines, ressources hydrauliques et électricité, transport et voies de communication, finances, agriculture, industrie, postes et télécommunications et autres services. La volonté exprimée par le chef de l'État, celle de replacer les entreprises et établissements publics, en faire un véritable levier pour le développement économique et social de la RDC. Les entreprises du portefeuille de l'État, colonne vertébrale de l'économie du pays, devraient permettre, à mon sens, de contribuer substantiellement à la croissance et à la diversification de l'économie de notre pays, au développement social, à la création des emplois et au budget de l'État. Écho du portefeuille, au cœur de l'actualité dans vos entreprises. Très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'Écho du portefeuille. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre magazine. Écho du portefeuille. La problématique de dette dans les entreprises publiques affecte de manière générale leur trésorerie. De décennies durant, ces entreprises ont souffert de manque de gestion à la fois prévisionnelle et programmatique. Pour y remédier, le patron du portefeuille a aligné nombre de mesures afin de les alléger. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, était l'invité du magazine Dialogue entre Congolais à la radio Capi. Suivez cet extrait choisi par David Mouteba. Je pense que la gestion prévisionnelle n'a pas été à l'ordre du jour depuis des décennies. La gestion programmatique non plus n'a pas été à l'ordre du jour depuis des décennies. Alors je dis bien des décennies. Et l'anticipation aussi n'a pas été la règle dans la gestion. J'ai insisté beaucoup sur la gestion des risques. La gestion des risques aussi n'a pas été intériorisée par la plupart des mandataires publics. Si ceci avait été intériorisé, on ne serait pas arrivé à la situation dans laquelle on est aujourd'hui avec des entreprises surendettées. Et donc, aujourd'hui, nous pensons que les dettes de ces entreprises sont devenues tellement importantes qu'elles ont plombé les trésoreries des entreprises, qu'elles ont plombé les perspectives de ces entreprises. La question est de savoir comment faire pour, faire respirer les trésoreries de l'entreprise. Mais il n'y a pas que les entreprises qui doivent de l'argent à d'autres. Il y a aussi l'État qui doit de l'argent aux entreprises. Les créances de l'entreprise, sur l'État. Voilà. Et donc, dans la catégorie de ces dettes qui sont structurées en 5 catégories, vous avez la dette fiscale. Ce sont les dettes que les entreprises doivent à l'État pour n'avoir pas payé à temps ou pendant des années le droit dû à l'État, DGI, DGDA, DGRA. Mais il y a les principales, il y a aussi les pénalités. Quand on n'a pas payé, dans le délai, il y a des règles claires. Et vous êtes taxé de payer les pénalités. Ça, ce sont les dettes fiscales. Il y a les dettes financières. Ce que les entreprises qui ont pris des crédits auprès des banquiers, etc., n'ont pas été capables de rembourser dans le délai. Vous avez les dettes sociales. Ici, ce sont les arriérés de salaire, les arriérés de décompte final pour les retraités ou pour les décédés pour lesquels les familles ont le droit de pouvoir bénéficier de leur travail. Vous avez les dettes commerciales, c'est entre les entreprises. La Régie des eaux doit, la SNEL, excusez-moi de citer cette entreprise, la SONAS doit, à la GECAMINE, etc. Vous avez ces dettes commerciales aussi entre les entreprises qui sont devenues très importantes. Et en fait, vous avez les dettes judiciaires.
Et l'ensemble de ces dettes ont plombé, comme j'ai dit tout à l'heure, la trésorerie des entreprises. Et il faut trouver une réponse claire. Rappelez-vous que vers les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, ces pays avaient devaient 14 milliards de dollars à la communauté financière internationale. Lorsqu'on s'est rendu compte que les pays étaient incapables de payer, on a bénéficié de ce qu'on appelle PPTE. Et donc, nous avons réfléchi au niveau du gouvernement, mais comment on fait pour libérer ces entreprises? Déjà, la plupart des dettes judiciaires sont causées par ce qu'on connaît. Des saisies intempestives, etc. Des condamnations, parfois, pas toujours, correctes. C'est pourquoi j'ai été voir mon collègue, ministre d'État de la Justice, pour lui dire qu'à cette allure où les comptes des entreprises sont injustement scellés, il y a risque que l'économie du pays en souffre, et dangereusement. Et donc les citoyens avec l'économie. Et je crois que les mesures ont été prises, et là nous avançons sur ces sujets de manière satisfaisante, on peut dire. Les dettes fiscales et les dettes, les créants des entreprises, là, on a dit simplement ceci. L'État doit, je donne un chiffre pour quelques entreprises que j'ai listées, l'État doit à certaines entreprises un montant 530 et quelques millions de dollars américains. Les entreprises, les mêmes, doivent à l'État 540 millions de dollars américains. En réalité, lorsqu'on fait la balance, il reste que 10 millions de dollars que les entreprises mises ensemble doivent payer à l'État. Mais comment faire pour remettre la balance à zéro et ainsi faire respirer la trésorerie des entreprises? Le gouvernement a pris des mesures pour que le ministre des Finances, du portefeuille, de la Justice et autres puissent mettre en œuvre ces mesures de sorte à sortir ces entreprises de ces dettes qui datent de très très longtemps et pour lesquelles et l'État et les entreprises ne peuvent pas payer du coup au regard de la contrainte budgétaire présente. C'est quoi ces mesures? Non mais on a dit, par exemple, il faut croiser les dettes. L'État doit 530. Non, l'État doit 530 aux entreprises. Les entreprises doivent 540, je parle en millions. Comment on fait? Le ministre des Finances et du portefeuille. On annule? On va trouver le mécanisme pour les alléger, totalement, alors alléger drastiquement. Mais en même temps, il y a une politique de relance à la clé. Lorsque nous avons réglé les problèmes du désendettement par les mesures de désendettement que le gouvernement a prises, l'État a pris l'option de pouvoir subventionner certaines entreprises dont l'importance économique dans les régions sont tellement importantes, passez-moi la tautologie, qu'on ne peut pas les laisser tomber. L'AMIBA. Pas plus tard, il y a quelques semaines, le gouvernement a décidé de pouvoir venir à la rescousse de l'AMIBA en intervenant pour un montant de 70 millions de dollars américains dans un plan minimum de relance de l'AMIBA. C'est sans considérer ces problématiques de dette. Il y a d'autres cas encore. La Soteski, il y a quelques mois, l'État est intervenu pour quelques millions de dollars. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 7 millions de dollars américains. Et nous sommes en train de travailler à la fois dans l'amélioration de la gouvernance, des mesures d'amélioration de la gouvernance, des mesures d'amélioration de la gestion, des mesures de désendettement des entreprises, mais en même temps, on a des décisions que le gouvernement prend pour relancer certains secteurs clés de l'économie. Les conflits persistants entre le conseil d'administration et la direction générale bloquent le bon fonctionnement des entreprises publiques. C'est pour cette raison que les femmes mandataires ont échangé avec le ministre du portefeuille. Par cette même occasion, elles ont remis un mémorandum à son Excellence Jean-Lucien Boussa pour exprimer leurs préoccupations. Claudel Pemba est administrateur aux lignes maritimes congolaises. Madame Claudel Pemba, vous êtes administrateur aux lignes maritimes congolaises. Vous avez soumis vos desiderata, vos préoccupations au ministre du portefeuille, les préoccupations ou soit les défis qui asphyxient le bon fonctionnement de vos établissements et entreprises publiques. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour votre question. Je tiens à remercier Son Excellence Monsieur le ministre du portefeuille qui nous a accordé cette audience d'aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, je suis administrateur aux lignes maritimes congolaises et donc nous siégeons au conseil d'administration. Les conflits sont là. Pratiquement, on trouvera dans tous les conseils d'administration, mais c'est un problème d'hommes. C'est un problème d'hommes.
le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, qui nous a nommés à ces fonctions-là, attend de nous des résultats. Et donc, lorsqu'il y a des tiraillements entre membres, c'est tout à fait normal que nous puissions solliciter l'arbitrage du ministre, notre ministre du portefeuille. Et c'est dans ces cadres-là que nous, les femmes mandataires, nous sommes un réseau de femmes mandataires, que nous sommes venus présenter nos desiderata. Il y a mesdames de DG et des DGA, et donc selon les établissements ou les entreprises. Et donc, il faut noter aussi que le manque de cohabitation ou de cohésion entre direction générale, donc DG et DGA, nous, en ce qui nous concerne, entre PCA et les administrateurs. Donc, le PCA se comporte comme, c'est lui les conseils d'administration, et nous, ça nous empêche de faire notre travail, parce qu'on nous attend au résultat. Et donc, toutes ces questions ont été soulevées, et nous avons aimé l'oreille attentive du ministre qui travaille déjà sur ça. Il était déjà en train de travailler sur ça, et franchement, nous espérons que les choses vont vraiment aller pour de mieux. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Okay. Merci. Un projet de raffinerie de cuivre et de cobalt a été présenté au ministre du Portefeuille par le directeur général et fondateur de la société Buenasa, évoluant dans le secteur de mines. C'était au cours d'une audience que lui a accordée le patron du Portefeuille. On fait le point avec Nadine Chochugombo et José Kayembe. Eddie Kioni, fondateur directeur général de la société Buenasa, porteuse d'un projet de raffinerie de cuivre et cobalt, a été reçu en audience ce jeudi 5 septembre par le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa. L'implication et soutien du ministre à ce projet était au centre de leurs échanges. Le manager de Buenasa entend, par son initiative, accompagner la vision du président Félix Antoine Tshisekedi et le programme du gouvernement. Comme vous pouvez vous l'imaginer, une raffinerie, c'est un projet industriel qui requiert de pouvoir bénéficier de différentes formes d'intervention et de soutien, notamment la sécurisation d'un approvisionnement en minerais afin de pouvoir fonctionner, de pouvoir structurer une collaboration avec l'État ainsi qu'avec les entreprises du portefeuille de l'État actives dans le secteur minier. Et dans le cas d'espèce, on parle de la GECAMINE pour la filière industrielle et EGC pour la filière artisanale. Et pour finir, obtenir une voie de plus, mais surtout une voie précieuse à titre de soutien et d'alliés dans le cadre des échanges au sein du Conseil de ministres en vue de promouvoir et soutenir de manière continue ce projet que nous souhaitons voir éclore et se matérialiser pour le bonheur du peuple congolais et en concrétisation de la vision du chef de l'État et du programme du gouvernement, comme je l'ai évoqué précédemment. Très respectif et intéressé par le projet, le ministre a recommandé son hôte à poursuivre les discussions avec ses services spécialisés. Rendons-nous dans la province de l'Ituri où le directeur général de la Sokimo SA, Pistis Bonongo, a relevé la nécessité de signer un autre avenant, le deuxième de la série après le 1er juillet funeste, porté sur un contrat d'association conclu en 2019 avec Southern Energy et a abouti à la création de la société commune Green Tech. C'était lors d'une audience que lui accordait le gouverneur militaire de l'Ituri. Reportage. Deuxième avenant du contrat d'association entre la société minière de Kilomoto, Sokimo, et la société Southern et divergence des vues irrélatives. Cette question était au menu de l'audience que le gouverneur militaire de l'Ituri a accordée jeudi 5 septembre 2024 au directeur général de cette entreprise publique active dans le secteur minier. Pistis Bonongo Tokole, accompagné d'une délégation composée de directeurs, d'un administrateur et quelques cadres, a présenté au général Johnny Luboya Kachama l'état des lieux de la Sokimo SA. Saisissant l'occasion au bon, le directeur général a exposé aux premiers citoyens de la province de l'Ituri les résultats d'un atelier organisé après installation du comité de gestion qu'il chapeaute.
Il était question de faire un état des lieux de l'entreprise, ce qui avait permis d'identifier certaines irrégularités dans les contrats, dont celui d'association signé en 2019 avec Southern Energy, ayant abouti à la création de la société commune Green Tech. Afin de concrétiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui inclut l'électrification de la province de l'Ituri, le directeur général Pistis Bonongo Tokole a souligné la nécessité de signer un deuxième avenant. Ce nouvel avenant vise à revitaliser la centrale de Boudana, dont la capacité de production est passée de 14 MW à seulement 1,5 MW. Cette situation met ainsi en péril sa fonction essentielle pour le fonctionnement de l'usine de Nizi et l'électrification de la ville de Bunia. Il est crucial de poursuivre les travaux avec Green Tech pour restaurer la capacité initiale de la centrale hydroélectrique, a insisté le directeur général de la Sokimo, Pistis Bonongo. Il y a lieu de souligner que certains agents de la Sokimo expriment des préoccupations concernant certains aspects du nouvel avenant. C'est ainsi que le directeur général de cette entreprise a demandé la collaboration de toutes les parties pour trouver un accord à avancer rapidement compte tenu de l'urgence de la situation. Ayant compris les préoccupations des uns et des autres, le général Johnny Luboya Kanchama a encouragé les dirigeants de la Sokimo SA à travailler ensemble pour résoudre le problème d'approvisionnement en énergie électrique à Bunia afin d'atténuer les souffrances de la population. Depuis 1903, la société minière de Kilomoto s'occupe de la recherche et l'exploitation des gisements miniers, de traitement des substances minières. Depuis mai 2024, elle a relancé la production d'or qui était suspendue depuis plusieurs années. Son usine de production et de traitement de l'or installée à Nizi est de nouveau opérationnelle depuis vendredi 3 mai 2024. Parlons célébration de 35 ans d'existence du Conseil supérieur du portefeuille. À cette occasion, Norbert Nkoubou Eluna, président de cet organe technique du ministère du portefeuille, nous parle de différentes réformes qu'a connues le CESP. Reportage signé Gabriela Kimbour et José Kayembe. Rattaché au ministère du portefeuille, le Conseil supérieur du portefeuille CSP est un service public qui a pour attribution d'assister le ministre dans la gestion de participation de l'État, aussi bien dans les entreprises publiques que dans les sociétés d'économie mixte. Créé le 30 janvier 1989, le CSP est né dans sa version actuelle en septembre 2013 après avoir subi quelques réformes. Le CSP de la version 1989. Si vous lisez le texte qui le créait à l'époque, on en parlait en termes d'organisme public, sans une définition de la forme juridique précise, qui était conçue pour être mise à la disposition du gouvernement. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tantôt, à la création du Conseil supérieur du portefeuille, le ministère du portefeuille avait été supprimé. Donc, il y avait une tutelle à lui trouver, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'au retour du ministère du portefeuille en 1992-93, à la fin des travaux de la conférence nationale. Ce Conseil supérieur du portefeuille était censé gérer les participations de l'État dans tous les établissements publics, on les appelait comme ça, de toute nature, scientifique, technique, commerciale, financière, même administratif. Tout ce qui était dans ce portefeuille était mis à la disposition du Conseil supérieur du portefeuille pour être suivi. Suivi, c'est-à-dire s'assurer que les participations de l'État sont bien connues, elles sont bien identifiées par secteur d'activité, que les titres représentatifs de ces participations existent et bien consignés à la garde de la Banque centrale, que ce Conseil supérieur du portefeuille
assister les entreprises dans le cadre de leurs activités, notamment en ce qui concerne la gestion financière de ces entreprises. Donc, tout un ensemble d'actes de suivi au profit des entreprises. Mais en même temps, ce Conseil supérieur du portefeuille était consulté par le ministre pour donner des avis sur des questions qui lui étaient posées et lui rendre des rapports attendus. Alors, avec la réforme du portefeuille, qui a fait que le ministère du portefeuille ne s'intéresse plus qu'aux sociétés, aux entreprises publiques de l'époque, mais qui étaient des sociétés commerciales, qui étaient à vocation commerciale et qu'on a transformé en société commerciale. C'est de ce portefeuille-là qu'il s'agit depuis la réforme de 2008. Pourquoi l'existence d'un conseil supérieur alors qu'il existe un secrétariat général comme dans tant d'autres ministères? Son président explique. Le Conseil supérieur du portefeuille est l'organe technique à la disposition du ministre du portefeuille pour l'aider, pour l'assister à la gestion des participations de l'État, comme en faisant le parallélisme ou l'analogie plutôt, si vous parlez du ministère des Finances, qui a la Direction générale des impôts comme service, qui a la Direction générale des recettes administratives domaniales et des participations, la DGRAD, également comme service, comme la DGDP que nous avons vu tout à l'heure, comme service ou technique. Alors, le secrétariat général au portefeuille est, comme dans tout ministère, l'organe de l'administration du ministère, qui a en charge la mise en exécution de la gestion interne du ministère sous la responsabilité directe du ministre et qui leur donne des tâches qui sont précises, notamment qui sont consignées dans un document qui est élaboré par le ministère de la fonction publique, qui décrit le cadre organique des secrétariats généraux et qui donc définit leur mission également. Ayant totalisé 8 ans comme vice-président et 4 ans comme président au Conseil supérieur du portefeuille, Norbert Nkuboué-Luna demeure préoccupé par la qualité de la relève au sein du Conseil supérieur du portefeuille et des entreprises du portefeuille de l'État. Relève qui doit s'adapter à l'évolution de l'heure. Nous, on a bénéficié de ceux qui nous ont précédés, nous ont formés, mais les contraintes d'aujourd'hui font que cela ne soit toujours pas très facile. Donc, j'aurais fini ma carrière, je suis en train de mettre les gens de mon administration en formation continue, ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est vraiment le souci que nous avons. Relève aussi bien au sein du CSP, pour nous, mais au sein des entreprises publiques. Parce que là aussi, au-delà des autres questions qui plombent les performances des entreprises, et ça, ce n'est pas le moment d'en parler, mais j'épingle le problème de la qualité du personnel et de l'expertise au sein des entreprises. Parce que l'expérience s'accumule au contact du travail, mais elle s'améliore au contact de la formation. Parce que c'est comme ça que nous avons été formatés, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si nos entreprises peuvent de nouveau investir dans les ressources humaines pour une plus grande qualité de ces ressources humaines, adaptées à l'ère du temps, de l'innovation technologique, du numérique et de la digitalisation, de l'intelligence artificielle. Toutes ces questions qui aujourd'hui sont d'actualité, eh bien nous pensons qu'on aura fait œuvre utile. Sinon, on risque d'avoir des entreprises qui vont travailler à l'ancienne, et à l'ancienne, on ne trouvera pas du répondant. Un point sur la rénovation au ministère du portefeuille, de la Maison Verte à la Maison Blanche.
Les bâtiments du ministère du Portefeuille revêtent sa plus belle robe aux couleurs neutres. Remise en état du bâtiment par le ministre Jean-Lucien Boussa Tongba, comme pour dire qu'il laisse toujours les empreintes partout où il passe. De la maison verte à la neutralité des bâtiments publics de l'État, telle est l'exclamation de toute personne qui visite ou jette un coup d'œil sur le bâtiment du ministère du Portefeuille, jadis peint en vert. Cet édifice public est désormais revêtu d'une nouvelle robe blanche, couleur neutre et universellement admise pour plusieurs bâtiments officiels. C'est une des multiples réalisations du ministre Jean-Lucien Boussa Tongba. Les travaux de réfection de ce bureau ont commencé le week-end dernier. Toute la façade extérieure du bâtiment reflète désormais l'excellence et la grandeur des occupants. Tous les bâtiments, y compris l'intérieur, subissent une rénovation à fond. Les travaux s'effectuent dans un rythme effréné et la transformation ne dit pas son nom. La couleur blanche, bien éclatante, fait penser à la qualité des innovations y planifiées par le ministre Jean-Lucien Boussa Tongba. Rendons-nous au kiosque à journaux à la découverte du nouveau numéro de Commerce Actu. Votre mensuel revient sur plusieurs sujets, entre autres le contrat de mandat conclu entre le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, et les mandataires des entreprises publiques et de l'économie mixte. Comex Actu, votre magazine de prédilection, à lire à tout prix. Le nouveau numéro, déjà disponible dans vos kiosques à journaux. Dans son style vif, Comex Actu vous amène à la découverte d'un entrepreneur et créateur d'emplois, Souleymane Kaouka, son nom, mieux, Souley. Il incarne l'espoir de la jeunesse congolaise avec Magem Congo et la FFC, Fondation du Fleuve Congo. FFC, Fondation du Fleuve Congo. Respectivement, société commerciale et organisation caritative. Ces deux structures, toutes ont un seul idéal, promouvoir l'homme. À travers Magem Congo, Souleymane Kaouka met en avant les intérêts économiques, alors qu'avec la Fondation du Fleuve Congo, il agit pour un monde meilleur. Lisez les lignes consignées par ce numéro pour entrer en profondeur et faire connaissance aux deux entités de Souleymane Kaouka. D'un trait, le patron de Magem Congo, c'est un manager avéré et engagé pour le développement du Congo. Le face-à-face, Souleymane Kaouka avec la jeunesse kimbanguiste. Sa bénédiction par le chef spirituel et le représentant légal de l'église kimbanguiste, Tata Simon Kimbangu Kiangani. En politique, de Jean-Michel Sambalokonde à la nouvelle chef du gouvernement, Judith Souminoa Toulouka, Souley Kaouka se vend bien. Découvrez les détails dans Comex Actu. Autre registre, la signature de contrat de mandat entre le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, et les mandataires dans les entreprises publiques, sous l'égide de Madame Judith Souminoa Toulouka, Première ministre. Fally Ipupa, l'artiste international, se profète de chez soi et d'ailleurs, comme pour désapprouver l'anecdote selon laquelle nul n'est prophète chez soi. L'homme a 1000 défis, même seul contre tous, il est prêt, ce challenger. Le tout dans ce numéro de Comex Actu, votre magazine de chevet. Et pour terminer cette page rose, la rédaction du magazine Écho du Portefeuille se joint à l'ensemble du personnel de la RVA pour souhaiter un heureux anniversaire à son directeur général. Prend fin le magazine Écho du Portefeuille, coordonné par Coco Caroline Ngobé. On se retrouve très prochainement. Au revoir.